tous, bonjour à toutes éventuellement. Donc, bienvenue pour ce deuxième épisode de notre année 2021, de notre saison 3 des meet-ups de DevApps. Alors, on va avoir deux parties. Une première partie assez courte concernant les actus que j'ai trouvées un petit peu partout. Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il y aura beaucoup plus la semaine prochaine, une fois que le CES sera terminé. Et puis ensuite, il y a Michel Perfetti qui va nous faire une grande démo. Assez courte aussi. Une grande démo sur le langage d'interrogation d'App Insight. Et voilà, donc voilà concernant les deux parties de ce meet-up. Alors, concernant les nouveautés. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Donc, concernant les actus, première actu concernant Edge. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement une nouveauté, mais maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, les applications PWA apparaissent véritablement comme une application presque native à l'intérieur de Windows. Si je dis ça, c'est surtout que maintenant dans le menu, dans les menus des applications, dans le panneau de configuration, vous avez vos applications qui apparaissent comme une application, j'allais dire, native, oui. Merci. Donc, vous pouvez désinstaller directement l'application à partir du panneau de configuration et non plus passer par le menu à l'intérieur de Edge ou à l'intérieur de Chrome. C'est pas nouveau, puisque il y a quelques mois, j'avais testé ça en Edge. C'était peut-être un Edge à kernel normal, mais je retrouvais le clic droit dans le menu démarrer de Windows 10, le clic droit désinstaller, et ça m'ouvrait automatiquement le panel, le setting panel, le panneau de configuration. Et de là, du coup, je checkais, je désinstallais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, je sais pas. Moi je l'ai vu depuis pas très longtemps. D'accord, et c'est une news qui est tombée de quelque part? Ou c'est toi qui as découvert ça, mais que ça fait 6 mois que ça existe? Non, je l'ai vu sur D'accord. onmfst.com. Après, tout le monde n'est pas à la pointe de la technologie en information, semble-t-il. Non, je t'assure, franchement, je l'avais déjà testé sur une de mes PWA. Mais c'est bizarre que écoute, j'ai dû zapper un truc, ou alors c'est parce que j'étais dans un canal spécial de Edge. Je sais pas, non, parce que maintenant, alors j'essaye de partager mon écran, mais il veut pas. Je pense que si je vais dans le panneau de configuration, il veut pas. Allez. Là, voilà, je viens de réinstaller depuis un Edge traditionnel, c'est-à-dire que je suis dans le canal normal. Et si je fais clic droit depuis le menu, plus. Ah ouais, t'as raison, je l'ai plus. Alors du coup, moi je suis en canal normal, je l'ai pas, donc faut être en canal bizarre. Donc j'avais dû tester ça. Non, là, si je vais dans la liste de mes applications, Ouais. là, je recherche l'application dès qu'il aura fini. Par exemple, YOU. Et j'ai bien l'application qui apparaît ici. Et Qui apparaît dans ce panneau. D'accord. Ah. Oui, je l'ai aussi, mais je suis en truc normal. D'accord. Écoute. Donc, c'est nouveau. C'est nouveau. La news, elle date de. Est-ce qu'il y a une date là? Écoute, je suis sceptique sur la nouveauté. Cependant, je suis certain que ça existait avant, mais comment j'aurais pu le désinstaller alors? T'étais dans Chrome, non? Non, jamais utilisé Chrome, moi. Que ce soit dans Chrome ou dans Edge, il fallait aller quand tu lançais ton application PWA, dans la barre de tâches, tu avais les 3 petits points où là, tu pouvais désinstaller l'application. Et quand tu dis maintenant, Richard, là, c'est avec une nouvelle version, un update de Windows ou de Edge? C'est un update de Edge, je pense. Avant, tu pouvais désinstaller en faisant un clic droit sur l'icône aussi, je pense, dans Windows. Alors ça, maintenant, je peux plus le faire, bizarrement. Ah ouais. Bah oui, s'ils l'ont mis de l'autre côté, peut-être qu'ils l'ont enlevé de ce côté-là.
Comment Ok. ça marche? En tout Bon. cas, c'est chouette. Je connaissais Et pas. Logique. donc, l'intégration des applications PWA qui devient de plus en plus forte, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris que Firefox, au contraire, comme Apple, allait plus ou moins abandonner les applications PWA, le support des applications PWA. What the fuck, quoi. Donc, on a bien d'un côté Chrome et Microsoft et de l'autre côté Apple et Firefox. Après, c'est normal. Hein. Chrome et Microsoft, maintenant, c'est tout à fait logique, quoi. Oui. Dans les autres nouveautés, alors concernant le CES 2021, donc ça nous concerne tous. Il y a le Surface Hub 2S qui est paru. Donc le superbe écran de 85 pouces à 22 000 $ minimum. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est utilisé énormément dans les entreprises. Je ne sais pas s'ils en vendent beaucoup. Personnellement, toi, Mitsu, là où tu étais avant, c'était un peu un concurrent ce que vous faisiez. En concurrence de quoi? Du Surface Hub. Des grands écrans. Non, c'est pas. Enfin, nous, on faisait juste un produit. Hein, Surface Hub, c'est une plateforme. Ouais. Mais ouais, enfin bon, ça. Après, c'est pas que j'y ai pas cru, mais ils l'ont limité à UWB. Ouais. Et il y a les bridges Win32 marchaient pas non plus. D'accord. On pouvait déployer des applications que à travers un store d'entreprise. Ouais. Ça veut dire Tu jamais. vois le scope là qui fait. Ouais. Et Mais sinon, sur Teams, ça marchait. Hein. pour avoir, c'est ça, voilà. Pour avoir un store d'entreprise, il faut la totale MS de la tête aux pieds. Ouais. Enfin, à la fin, c'est un projet IT ton truc, quoi. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre. Ils ont sorti également la Surface Pro 7 Plus. Ils ont pas. Tout le monde parlait de la Surface Pro 8, mais c'est la Surface Pro 7 Plus, qui elle aussi. Il y a eu une mise à jour au niveau du CPU, puisque c'est la dernière version d'Intel qui est à l'intérieur. SSD démontable, gros plus. Et il y a surtout maintenant le retour du support de la 4G. On a une version où on peut mettre une carte SIM à l'intérieur et l'avoir directement une connexion Internet via la 4G, quoi. Et il paraît qu'ils vont avoir un SSD amovible aussi. Pardon? Je disais, ils vont avoir un SSD amovible, il paraît, moi j'ai lu dans l'article. Ouais. Pour notamment à destination, ils mettraient ça plus à destination des entreprises. Et le fait d'avoir un SSD amovible, ça permettrait de faire des préinstallations des Windows préconfigurés pour l'entreprise et puis on le plug dedans. Oui, d'ailleurs, la distribution, on peut pas le trouver à la Fnac ou ce genre de choses. C'est uniquement des séries business éducation. Donc, il n'y a que via ces biais-là qu'on peut les fournir, quoi. Donc, c'est un peu comme les Surface Hub, c'est un peu difficile pour les obtenir. Quelle serait la raison? Je vois pas quelle raison. La 4G, c'est une option supplémentaire. Pardon? La 4G, c'est une option supplémentaire, c'est pas de base. Oui. Mais dans les nouveautés qui existent avec la 7 Plus, c'est essentiellement ça, quoi. Le matériel qui change et la possibilité de la 4G. Parce que sinon, tout le reste, même au niveau design, etc., c'est exactement la même chose, quoi. Et la batterie aurait été améliorée. Ouais. C'est déjà le cas avec la Surface Book 3 où tu as une différence de carte graphique uniquement pour les professionnels. Tu as la Nvidia Quadro qui est uniquement disponible pour les pros. Je trouve ça nul de distinguer le pro du particulier au niveau technique, quoi. Ouais. Je vois pas l'intérêt. Enfin bref. Bon, dans les autres nouveautés, il y a toujours au niveau du CES, là, il y a des nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui sont sorties. Alors, je ne sais pas si elles seront disponibles. Toujours est-il que il y a donc c'est les RTX 3000. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a MSI qui a sorti un PC qui est commandable sur Cdiscount. J'ai vu ça sur Frandroid. Et donc avec 32 Go de RAM, la RTX 3080, et vous l'avez pour la modique somme de 4 000 €. Donc, bon, là, c'est que pour les entreprises. Ouais. Et ça fait chauffage aussi. Et c'est présenté comme étant plutôt un PC pour gamer, quoi. Ouais, bon.
Alors, je ne sais pas s'il y aura des disponibilités, mais tout ça, il faudra attendre, quoi. Bien, dans David les... Rousset l'a déjà ou pas? Pardon? David Rousset l'a déjà ou pas? Parce que j'avais vu qu'il avait vite les nouvelles cartes graphiques, donc je me posais la question. Je ne crois pas qu'il ait reçu encore sa carte. On le saurait, je pense, s'il avait reçu. Ouais. Bon, dans les nouveautés d'hiver, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Il y avait Microsoft qui travaille sur une nouvelle refonte d'Outlook en version PWA. Donc, Dis-le, allez, dis-le, fais-toi le plaisir. One Outlook. T'as du mal, hein. Oui, et non, il n'est pas en Blazor. Le site d'ailleurs sur lequel il y avait la démo, la monarch.azurewebsite.net, n'est plus dispo depuis. Donc, C'était un plan F1 à tous les coups, hein. On a des nouveautés. Qu'est-ce que j'ai il y a une application qui est assez sympa qui est apparue sur le Microsoft Store qui s'appelle Modern File Explorer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, qui est une refonte de l'explorateur de fichiers. Qui est complètement open source. On peut voir tout le code source de cette application qui est assez sympathique. Et donc, vous pouvez vous amuser à remplacer l'explorateur de fichiers avec cette application. C'est sûr que c'est normal qu'il coûte 7 €. Pardon? Oui, tu n'aurais pas le lien parce que le moteur de recherche de l'App Store, pardon, du Microsoft Store est assez pourri. Tu tapes ça, tu n'as même pas l'application. Tu n'as pas le lien de ce truc? Si. C'est sûr que c'est un moderne parce qu'il y a aussi le File Explorer de Windows 3.1. Voilà, c'est le premier qui tombe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Si je vais y arriver. Bon. Qu'est-ce qu'ils sont pénibles avec les cookies maintenant? Hop. Voilà. Donc, vous avez un explorateur de fichiers. Moderne, ils veulent dire moche? Non, tu as pas mal de fonctionnalités. Pas mal. En fait, tu en as beaucoup moins que l'autre, quoi. Est-ce que je suis le seul à penser j'ai l'impression qu'on va vers du Linux? J'ai l'impression qu'on rétrograde, quoi, leur truc. Tant qu'il n'y aura pas d'onglets comme... Ah si, tu as peut-être des onglets là-haut. Tu peux cliquer sur le petit plus, là? Oui, tu as des onglets. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est le seul truc que j'attends depuis des siècles. T'as les onglets. On dirait OneDrive en moins bien. Alors, tu as une fonctionnalité, mais alors que je n'ai pas sur ma version, où normalement, tu peux les mettre côte à côte. D'accord. Tu peux avoir deux fenêtres côte à côte. Moi, je vous ai mis WinFile aussi. S'il y en a qui sont intéressés par revenir à Windows 3.1, il y a WinFile aussi qui est dispo. Non, mais on a assez de trucs pour très design d'ailleurs. On a assez de trucs pour chercher des fichiers qu'on ne trouve pas d'ailleurs. Oui. C'est normal que c'est pas Microsoft qui est derrière et que l'éditeur c'est IRA. Ah c'est des gens qui se sont amusés à faire ça. Hein. C'est pas. Ah ok, ça n'a rien à voir avec Microsoft. Non. Ah, tu crois pas que des gens Microsoft va pas utiliser WP quand même? Ah, ça se saurait. Oui. Et Blazor. Dans la catégorie articles intéressants que j'ai trouvé, un article aussi sur l'état des applications PWA. Donc, je vais vous mettre le lien là sur le fil. Donc, c'est Maximiliano Furtman qui fait un parcours de l'état complet des applications PWA, de voir quelle est leur importance au niveau des stores, comment ça va progresser en 2020 et également comment ça va progresser. Qu'est-ce qu'il pense que comment ça va progresser en 2021, notamment avec en prenant comme source le projet Flutter. Le projet Fugu, qui est drivé par Google sur quelles sont les nouvelles implémentations que l'on pourrait avoir à l'intérieur des applications PWA, comme le support. On avait le support des fichiers qui est apparu à travers ce projet, mais il y a tout un tas
de projets, d'intégration, de fonctionnalités, par exemple la lecture des ports COM, ou ce genre de choses, à travers les applications PWA directement, quoi. Donc c'est un article qui est très long, mais qui est très complet, qui est assez intéressant. Et dans les autres articles intéressants, il y en a un sur l'amélioration de la gestion des réseaux dans .NET 5. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme amélioration au sein de .NET 5 pour la gestion des réseaux, notamment la gestion des exceptions. L'article commence par ça, la gestion des exceptions quand on fait un appel, un get async pour un HTTP. Également, quel support de HTTP2, voire même de HTTP3. Etc., etc. Donc, c'est aussi un article qui est assez complet et qui est assez intéressant sur cette gestion des réseaux. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais il y a le State of JS qui est sorti. Non. C'est une enquête annuelle sur la partie front. Ouais, tu as un lien pour... J'ai mis dans la discussion là. D'accord. Et en gros, qu'est-ce qui... Tu l'as lu ou pas du tout? Je l'ai parcouru rapidement. React toujours au top. TypeScript de plus en plus. Enfin, Angular, ça stagne. Ouais. J'ai regardé les principaux trucs qui m'intéressaient, quoi. D'accord. Et il est cool le t-shirt. Il y a des t-shirts aussi, ouais. Bon, puis dernière nouveauté qui date de ce matin, je crois. Il y a une mise à jour de Visual Studio. Bon, toujours au niveau maintenance, c'est une mise à jour de maintenance, la 16.8.4 qui est parue ce matin, quoi. Et voilà, concernant les actus, j'ai pas grand-chose d'autre. Je sais pas si vous avez quelque chose. Ouais, moi, j'ai un truc qui est intéressant qui est sorti lundi, qui est la suite en fait de ce dont vous avez parlé la semaine dernière là sur le problème de SolarWinds et de sécurité. C'est un article que j'ai pas encore lu jusqu'au bout, mais qui parle du build process et de comment MS Build a été contourné pour justement injecter du code lors de la compilation. On le sort Orion, je crois que ça s'appelle. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Comment ils ont réussi en fait à contourner MS Build pour injecter dynamiquement du code et injecter leur code, leur app, quoi, dans la solution. Et c'est assez intéressant. Je n'ai pas encore lu tout, mais le début est déjà prometteur. Donc, Et tant que vous parlez de ça, vous avez vu ce matin, là, des pirates informatiques proposent de vendre à Microsoft et Cisco davantage de code source liés à l'incident de SolarWinds et offrent l'accès au code source de Windows 10 volé pour $600 000. J'adore. J'ai adoré. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'est dans le Slack, je crois que c'est Benjamin qui avait sorti ça. Il y a JetBrains, donc l'éditeur qui est tchécoslovaque, tchèque, oui. Qui est suspecté par le FBI comme étant la source de l'intrusion au sein des codes sources. J'ai vu que JetBrains avait aussitôt fait un communiqué comme quoi ils n'étaient absolument pas concernés par cette affaire. Et je crois que c'est demain qu'il y a une conférence de presse de la part de JetBrains à ce propos. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un Ask Me Anything, le 21, de JetBrains. Ouais. Je n'ai pas vu cette histoire de conférence de presse. Non, mais c'est moi qui confonds, oui, c'est c'est moi qui avais posté cette news dans Slack. C'est un question and answer AMA, ils appellent ça, je crois, sur les produits .NET de JetBrains. Et ça n'a rien à voir avec le hack. Enfin, certaines mauvaises langues parlent et disent que c'est suite au hack, mais je ne vois pas pourquoi ça serait lié.
D'ailleurs, il y a eu en début d'après-midi, il y a eu une conférence de presse. Enfin, il y a eu, oui, il y a eu le keynote de Microsoft au CES. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le keynote de Microsoft au CES, il n'y a eu qu'un seul sujet, et ça a été justement les problèmes de sécurité au sein des applications, au sein des softwares, en disant que il fallait faire que le piratage était les nouvelles guerres qui peuvent exister en ce moment, et que voilà, et que c'était véritablement un point très important pour Microsoft, etc., etc., etc. Comme quoi, donc, la conférence de presse au CES était uniquement consacrée à ça. Donc, on a eu le droit à des extraits du film Wargame, etc., de la part de Brad, je sais plus comment, Brad Smith. Non, Brad Smith, un des présidents de Microsoft. Bien. Quand tu vois que SolarWinds c'est basé sur MS Build, .NET et tout ça, ils ont plutôt intérêt à communiquer, quoi. Ouais. Bien. Ça veut dire que les hackers ont confiance dans le .NET. Ouais. Plateforme d'avenir. Bon, c'est tout concernant les lectures, à moins que vous ayez autre chose. Mais sinon, Michel, puisque tu parles, tu vas pouvoir continuer. Ok, ça marche. Attends, je vais partager mon écran. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Ouais, je vous avais parlé déjà en décembre de ma petite lib sur Application Insight, donc je me suis dit autant continuer et vous montrer un peu ce qu'on peut faire après une fois qu'on a les données. Je pense que c'est important de savoir manipuler, et vous allez voir qu'en 20 minutes, quand on connaît les bonnes requêtes, on peut faire des queries de ouf et passer pour un cadre en monitoring sur Azure. Et vous pourrez justifier vos TJ comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais faire la démo à 2 endroits. Une première démo, ça sera une partie dans ce qu'on appelle, c'est une zone de démo qui permet de faire des requêtes sur un data store qui est sur le même modèle que ce qu'on a dans Application Insight. Si je vais sur Application Insight, ça c'est une appli à moi. Hop, je vais sur les logs. Je vais retrouver les mêmes choses. Ce ne sera pas les mêmes sources de données forcément, mais je vais retrouver le même moteur de requête qui s'appelle Cousteau, qui est un moteur de requête qui est utilisé pas que pour Application Insight, mais qui est utilisé aussi pour les data stores dans Azure. Toute l'aide est disponible sur le portail dans la doc Azure, donc elle est plutôt bien faite. Et là, en 20-25 minutes, je vais vous montrer la plupart des types de requêtes qu'on peut faire et comment on peut faire des requêtes assez complexes en très peu de temps avec ce langage. C'est dans le Data Explorer aussi, je crois. Là, ouais, c'est ça, c'est les mêmes langages que le Data Explorer. En fait, même le Data Explorer a une version un peu plus évoluée du langage que ce qu'on a dans Application Insight ou dans Log Analytics. Là, en fait, là, c'est plutôt dans Log Analytics Application Insight. Mais les deux sont équivalents, et dans ce que j'ai montré, j'ai fait attention que ça matche, que les deux fonctionnent sur les deux modes. Et si vous êtes sur la doc, sur certaines fonctionnalités, c'est marqué que ce n'est pas fonctionnel sur Log Analytics, mais c'est sur le Data Store. Je pense que la doc, elle a évolué, parce que moi, quand je m'étais penché dessus l'année dernière, comme doc, il redirigeait automatiquement vers une session sur Pluralsight. Ouais, ouais, non. Je vais te la retrouver. Tu as le lien en haut à droite. Ouais, je l'ai mis, ouais. Donc la doc, elle est ici. Je l'ai mis dans la discussion et on retrouve tous les éléments. Il y a un truc intéressant aussi, je trouve, dans la doc, c'est qu'il y a une page qui fait le comparatif avec SQL pour ceux qui débutent. Ouais. Donc, comment on ferait, ceux qui connaissent SQL Server, enfin SQL, c'est comment on ferait pour écrire cette requête-là dans ce langage, quoi. Donc un comparatif. Et en fait, on va pas écrire du tout de la même façon, c'est plutôt très proche d'un empilement de commandes. C'est très. De link.
Ouais, de très link, ouais, très shell. On va piper des entrées pour générer d'autres lignes de données. Et c'est pas compliqué. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des notions de sources de données ici, qu'on retrouve dans ce panneau. Donc nos sources de données, elles sont là, et ça, c'est toutes les colonnes. En fait, on travaille sur des tables la plupart du temps. Donc chaque colonne a un type. En les types qu'on retrouve, on retrouvera des chaînes, des nombres, des entrées numériques, des dates. Et ici, par exemple, ça représente cette source de données-là. Elle va nous représenter les requêtes dans l'environnement démo qui sont ici. Et ça peut être hiérarchique aussi. Hein. Tu peux avoir des colonnes qui sont du JSON pour avoir des sous-éléments. Oui, exactement. Mais généralement, quand on va faire des requêtes, on va plutôt taper sur les colonnes qui sont plates. Tout à fait. Alors, au niveau de l'interface de paramétrage, je vais mettre plus de trucs en plein écran. Hop. On va retrouver, quand on va travailler sur les requêtes, on va avoir une zone de saisie de requête ici, la zone de résultat. On va retrouver ici une notion de time range parce que quasi toutes nos tables ont une date à laquelle la ligne a été créée et que par défaut, si on ne met pas de filtre de date, il va nous renvoyer les données qui ont été générées sur un certain nombre de temps. Ça permet d'avoir des données un peu plus courtes. Et on va voir tout à l'heure, dès qu'on va saisir des dates, ce champ-là, il va être grisé. On a la possibilité aussi de sauvegarder des requêtes ici. Il y en a certaines qui sont déjà là par défaut dans le mode de démo. Ça permet de revenir dessus et de les partager quand on travaille à plusieurs. Donc certaines requêtes, elles peuvent être intéressantes pour du diagnostic. Donc on est content de les sauvegarder quand on a passé une demi-heure à l'écrire. Donc au niveau des requêtes, c'est assez simple. Je vais par exemple, là on voit que c'est toutes les colonnes de ma table. Ici, il y en a beaucoup. Elles ne sont pas toutes affichées en plus parce que je peux les sélectionner là. Moi, j'ai envie d'avoir seulement une certaine, juste un sous-ensemble de ces données-là. Donc, en fait, on va mettre les requêtes, ça va être des jeux de transformation qu'on va appeler les unes derrière les autres qui vont transformer notre donnée en une autre donnée. Et le premier mot-clé que je vais vous montrer, c'est project. Ça va permettre de sélectionner juste un ensemble de colonnes. Regardez la notion de temps. Donc, c'est l'équivalent du select dans Link. Hein. Et ça me permet de garder seulement l'ensemble des requêtes qui m'intéressent. Donc, j'en rajoute une autre pour tout à l'heure. Ça permet de filtrer. On a aussi l'équivalent du where qui s'appelle where et je peux filtrer les requêtes qui sont en échec, par exemple. Donc, je sais que j'ai un champ qui s'appelle result code qui me donne le code d'HTTP résultat, parce que c'est des requêtes HTTP. Et donc là, je vois l'ensemble de mes requêtes qui ont échoué. Donc c'est assez facile. Le portail fournit une autocomplétion. Donc c'est vraiment un truc qui est vraiment aisé à saisir. Autre possibilité, maintenant je dis, là j'ai mis l'intervalle de temps là, moi j'aimerais bien le sauvegarder avec l'intervalle de temps qui m'intéresse dans la requête. J'ai la possibilité de lui dire, sur le temps, tu vas me donner toutes celles qui ont une date supérieure à les dernières 24 heures. Donc je ne vais pas m'amuser comme si je devais le faire en C#, il faut que je regarde la date d'aujourd'hui, que j'enlève 24 heures, que je calcule la date correspondante. On a un mot-clé qui est très sympa qui s'appelle ago. Et en gros, on lui dit 24 heures, donne-moi tout celle dont la date est supérieure à il y a 24 heures, et ça permet de les renvoyer. Et donc, je peux mettre 24 jours si je veux. Ça va être un peu plus long. Une journée, je peux mettre 1 heure, je peux mettre 1 minute. Ça comprend le temps, ça permet de faire des requêtes filtrées et on va voir que ce modèle-là de date va nous servir un peu plus tard après. Donc, je vais prendre les dernières 24 heures parce que c'est ça qui m'intéresse. Et on a aussi la possibilité, l'équivalent de l'order by, je vais le trier par date. Time generated descending. Il y a une touche pour pouvoir exécuter le truc sans cliquer sur le run? Sûrement, mais j'ai pas. C'est vrai que
Je t'avoue, je fais pas attention. Je crois que c'est Control Enter. Shift Enter. Ouais. Shift Enter. Ouais, Shift Enter. Alors, c'est pas F5. Hein. Ouais, F5. Ouais, je sais, ouais. C'est l'horreur. Il devrait y avoir une convention internationale pour se mettre d'accord sur les raccourcis clavier. Je viens de tester, je suis passé sur Rider sur les conseils de Laurent. Pendant 2 semaines, je travaillais avec les raccourcis IntelliJ. J'ai cru que j'allais mourir. Jusqu'à ce que je trouve que je pouvais changer de binding. Tu sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai dû faire du Visual Studio et je retrouvais plus. Donc là, je vais montrer vraiment les choses les plus classiques qu'on va retrouver, c'est-à-dire du tri, de la projection, du filtrage. C'est les choses les plus classiques qu'on peut. On a aussi un mot-clé qui s'appelle Extend, qui permet de rajouter des colonnes. Ça, c'est justement pour étendre si tu as une partie qui est en JSON, pour transformer le JSON en colonne. Exactement. Ou des fois, on récupère un objet sous forme de chaîne, on veut le récupérer en entier. Donc, ça permet de le convertir et après, derrière, on peut faire des choses. Donc, en fait, on peut appliquer des formules sur des champs. Donc, ça, c'est les choses les plus basiques qu'on peut retrouver là-dedans. Et l'idée, c'est que quand on a fait ces éléments-là, on va les sauvegarder dans le Query Explorer ici pour pouvoir revenir après si on a envie. Et donc, on va construire avec ça, à partir des données qu'on va envoyer, notre petit squelette de requête qu'on va appliquer sur les données de nos applications pour revenir dessus. Et il y a un petit truc que tu vas peut-être citer, c'est juste en dessous, parce que tu as parlé de l'heure, il y a le display time en UTC 0. Ouais, c'est con, ça. Mais ça permet d'avoir le local time, voilà, pour dire, donc en termes de traces de log, quoi, c'est cool. Oui, parce que par défaut, les dates sont en UTC, mais on peut les afficher en local, comme ça, on les a par rapport à l'heure normale et on n'a pas de surprise, parce qu'on a tous déjà regardé les logs en ne comprenant pas ce qui se passe. On ne trouve rien à l'heure et en fait, le log est en UTC et donc il fallait regarder 2 heures avant, quoi. Donc, bien faire attention à ça. Donc ça, c'est les requêtes les plus basiques. On va essayer maintenant de faire un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais essayer avec... j'ai des exceptions qui passent. Je vais regarder juste les erreurs 500. Result code 500. Et donc, j'ai plein d'erreurs dans mon application. Le premier truc que j'aimerais bien me poser comme question, c'est combien j'en ai. Parce que c'est bien d'avoir des exceptions, mais bon, si c'est une fois de temps en temps, est-ce que ça vaut le coup que je m'y intéresse? Est-ce que j'en ai qu'une toutes les 5 minutes? Est-ce que j'en ai 15 par heure? Là, je ne vais pas trop voir. Je sais que j'en ai plein là, mais est-ce que c'est le cas tout le temps? Donc, j'aimerais bien pouvoir faire des calculs et dire, voilà, toutes les heures, combien j'ai d'exceptions sur mon application. Combien j'ai de pages avec une erreur 500. Alors, pour ça, c'est simple, on va dire, toutes les heures, je vais regrouper et je vais compter le nombre d'exceptions que j'ai, le nombre d'erreurs 500 que j'ai, sur cette bloc de temps d'1 heure. Et je vais les afficher à l'écran et après, je vais faire un graphique. Alors, pour cela, c'est assez simple, on va faire un groupement. Et alors, c'est pas group by, c'est summarize. On va dire quoi? On va dire combien on en veut. On va dire, on veut le compte. Et là, on va dire, j'en ai besoin par intervalle de toutes les heures. Donc, si je mets directement le time generated, qui est la date, là, ça va être le nombre par timestamp. Donc, ça ne m'intéresse pas, parce que mon timestamp, à chaque fois, il est différent. Donc, j'ai besoin d'arrondir ce timestamp à 1 heure pour que plusieurs lignes s'agrègent et que je puisse faire le compte. Donc, on a une commande qui s'appelle b. Et je vais dire, donne-moi un agrégat, donne-moi une précision d'1 heure. Hop, je vais le remettre. Order by. Bin, ça veut dire quoi? Je sais pas. J'ai cherché. C'est pas la poubelle normalement à la base? Ouais. Alors j'ai cherché dans la doc, j'ai pas trouvé pourquoi. Attends, ah oui, c'est pas un pipe ici. Hop. Donc on voit que c'est des données qui sont bien générées parce qu'on a les mêmes valeurs quasiment partout. Mais il m'a mis le compte par élément. Donc là, on m'a dit qu'il m'a mis une colonne avec count underscore. Alors ça me plaît pas trop. Moi, je veux vraiment que ça s'appelle count. Donc je peux la nommer ici. Et là, j'ai l'ensemble des éléments. Donc là, déjà, vous êtes avec ça, si vous savez faire un summarize
sans lire la doc, vous êtes déjà un cran au-dessus de la plupart des gens qui font Application Insight. Et donc, dans l'onglet Charts, il arrive à reconnaître que c'est des données numériques liées sur des dates, donc il peut nous faire automatiquement des graphiques. Après, on essaiera de jouer ça après sur des données un peu plus variables que ça. Donc ça, c'est déjà pas mal, ça me dit le nombre. Mais ça ne va pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans notre application. Et pour ça, on va regarder une autre source de données. Et on a la... Alors, je vais aller dans Log Management. Je vais aller dans App Exception. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez l'Application Insight, on a plein de sources de données différentes. On a les traces, on a les requêtes, on a les exceptions, on a les dépendances. Et là, notre job maintenant, c'est de dire, voilà, pour ce que j'ai envie de faire, c'est savoir, c'est pour chaque erreur 500 de mon application, quelle exception correspond l'erreur. Alors, comment on va faire ça? Je vais juste remettre les deux tapes. Je vais regarder les sources de données. Et on va regarder, il y a un champ qui est hyper intéressant à récupérer ici. Je vais ouvrir le App Request et le App Exception. On retrouve ici un champ qui s'appelle Operation ID, que je vais retrouver dans mes deux éléments. Et en fait, pour chaque requête qui va arriver sur une application, toutes les traces d'Application Insight vont être corrélées avec cette Operation ID. Donc, normalement, dès que j'ai une requête avec une erreur 500, normalement, en face, je devrais retrouver avec le même Operation ID, dans ma table d'exception, une exception qui correspond. Et là, mon job, c'est de dire, voilà, je voudrais un rapport en me disant, voilà, pour chaque erreur 500, je voudrais une liste avec l'erreur, la requête HTTP qui a été envoyée et puis l'exception qui est fournie. Comme ça, moi, je peux utiliser ce rapport-là et me servir de diagnostic si je découvre des trucs qui ne me plaisent pas. Donc là, il va falloir qu'on fasse deux choses. Récupérer des données de App Request et faire la même chose dans l'application et faire une jointure entre les deux éléments. Donc déjà, on va faire un truc. On va créer quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors pour gagner comme on va travailler sur des boîtes de temps qui vont être identiques dans App Request, dans App Exception, je vais déjà lui indiquer la boîte de temps sur laquelle je travaille, mais je ne vais pas la mettre en dur comme j'ai fait dans la requête précédente. Je vais créer une variable. Je vais l'appeler MinDate et je vais lui dire que c'est une heure par défaut. Comme ça, cette variable-là, je pourrais l'utiliser plus tard quand je vais en avoir besoin. Et comme ça, j'aurai exactement la même pour tous les éléments de toutes les requêtes que je vais faire. Donc let, en fait, ça me permet de créer des variables que je vais pouvoir utiliser derrière. Donc, je vais créer une variable. Donc, App Request. Donc, je vais lui dire where time generated supérieur à min date and result code égale 500. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin. Je ne vais pas garder tous les champs parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais garder, ça fait beaucoup sinon, project, je vais garder le name et l'operation ID. Et donc là, si j'affiche la requête. Point virgule, quoi. Qu'est-ce qu'il me dit? MinDate. Pourquoi il ne veut pas? Ouais, il y a un point virgule quelque part. Pourquoi tu veux pas? Ah, c'est bon. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Et donc là, il me renvoie les éléments filtrés de la variable qui sont là. Maintenant, je vais faire la même chose avec les exceptions. Hop. Donc, je vais la. Alors, j'ai triché, je l'ai déjà tapé. Hop. Je vais faire la même chose. Je récupère mes exceptions, je récupère tous ceux qui ont une date supérieure à min date, et je récupère le type, le message, l'opération ID. Donc ça, c'est juste ce qui m'intéresse. Tu peux faire deux outputs ou pas? Un peu comme SQL? Non, je peux en faire
qu'un, je crois, parce que. Ouais, moi, j'en ai toujours vu qu'un. Ouais. Ouais. Et par contre, maintenant, je peux faire app request et je vais faire un join. Je vais faire un kind, je vais dire que c'est du left outer parce que au cas où je sais que j'ai des requêtes où j'ai pas d'exception. Sur la table X, on, operation ID. Donc là, je laisse mouliner un petit peu. Ah, tu viens de tuer Azure. Ouais. Ah non, ça a marché hier soir. Ça va mourir maintenant. Il y a une chose qui est intéressante pendant qu'il tourne, c'est que nous, on l'utilise pour l'enregistrement de toutes les traces et ça va à une vitesse en règle générale pour des milliers, des centaines ou des millions de requêtes par rapport à du SQL ou des choses comme ça. C'est phénoménal. Alors, pourquoi il ne veut pas? C'est l'effet démo. Normalement, c'est pour ça que j'ai mis 1 heure hier soir. C'est normalement assez rapide. Hop. Je vais relancer. Parce que je ne me suis pas planté dans ce que j'ai mis. Et là, par défaut, il a output ta dernière instruction? Ouais, c'est ça. Bon, il veut pas. Moi, par exemple, je me suis servi dans les traces pour chercher des adresses email. Est-ce que c'est pas parce que ton app request il a une majuscule? Ah, c'est ça, tu as raison. Tu as raison, c'est ça. C'est pas bien de faire. sensitive. Ouais, c'est pas bien de faire ce que j'ai fait. Voilà. Ouais. Merci. Ça fera Et donc 50 là, euros. je retrouve sur ma ligne les colonnes que je voulais, donc le nom, l'operation ID, le type d'exception. Donc ça me permet, en gros, maintenant je pourrais faire juste un project pour récupérer juste ces 3 champs-là. Et ça me permet de exception type message. Alors il n'a pas compris qu'il fallait tout prendre. Voilà. Et donc là, ça me permet de filtrer et de regarder rapidement qu'est-ce qui se passe sur mon application et dire c'est pas normal qu'il y ait cette erreur-là, puisque celle-là, j'ai pas l'habitude. Je commence à m'inquiéter avec autant de null reference exception. Ouais, moi aussi. Mais voilà, en fait, j'ai utilisé plusieurs fonctionnalités. Les fonctionnalités de requêtage, il faut aussi que mon application elle me renvoie des exceptions. Donc, c'est pas magique. Si je ne l'ai pas, il va falloir que l'application log. Mais je vais pouvoir faire toutes ces données que l'application va m'envoyer, je vais pouvoir les fusionner à l'intérieur. Alors, on a quelques autres fonctionnalités qui sont intéressantes. On a aussi la possibilité de créer des tables de données. Par exemple, je pourrais filtrer sur des types d'exceptions que je veux. Pas tous les types d'exceptions m'intéressent. Donc, je pourrais créer une table et se dire, voilà, je garde que celles qui sont dans cette table-là. Je m'en suis servi aussi sur un projet où il nous renvoyait quand on va sur... je vais aller sur l'autre écran. Hop, ici. Hop. Sur des exceptions. Donc ça, c'est sur un site web. Enfin, j'ai pas d'erreur. Je vais afficher les exceptions ici. Hop, request. Alors, j'ai plus le champ. J'avais des exceptions au niveau JavaScript, mais les browsers qui me sont renvoyés, ils étaient un peu pourris au niveau des noms. Donc, j'avais fait des tableaux et ça me permettait de regrouper les browsers par grosses catégories. Edge, Internet Explorer, Firefox et Chrome. Et donc, ça me permettait d'agréger et d'avoir une vision par catégorie de navigateur et pas par code de navigateur. Donc, ça me permettait de simplifier et de savoir aussi quel type de navigateur était utilisé. Alors, un truc que je ne vous ai pas montré, mais que je vais vous montrer ici. Donc, je vais afficher les requêtes de ce projet-là. C'est request avec un S. Un élément
qui est assez intéressant, qui permet de calculer les temps de réponse. Donc là, c'est un vrai site qui tourne, c'est le site de ma boîte. J'ai les temps de réponse de chaque page. Moi, ce qui m'intéresse, je vais lui dire, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un summarize par bloc d'1 heure, pareil. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les temps de réponse. Je pourrais dire, je voudrais avoir les temps de réponse de mon application et calculer les percentiles de ce temps de réponse. C'est-à-dire, je voudrais savoir que la moitié de mes requêtes, elles sont en dessous de tel seuil, 95% de mes requêtes, elles sont en dessous de tel seuil. Ça me permet en gros de calculer mes SLO de mon application et dire est-ce que mon application respecte bien les temps de réponse qu'on m'a demandé. Et donc, on a une donnée qui s'appelle percentile. Et je vais dire, voilà, je veux savoir quelle est la valeur de 95% de la durée des 95% de mes requêtes et me donner ce seuil-là. En gros, ça va me donner l'idée des performances de mon application. Ah oui, là c'est timestamp. C'est pas timestamp, si c'est un T minuscule. Tu peux le mettre sous forme de graphe. Ouais. Ah. Et là après, j'ai toujours la possibilité ici de les mettre sous forme de graphe. Donc là, j'ai le dernier, j'en ai mis qu'un seul, mais je pourrais en avoir d'autres. Je pourrais mettre avec percentile au pluriel. On pourrait dire, je pourrais dire que la moitié, le temps de maximum pour la moitié de mes requêtes, 80% et 95% de mes requêtes. Parce qu'on sait toujours qu'il y a toujours des requêtes qui sont un peu en dehors de la durée max. Hop. 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 Time chart. Et normalement, on a des time charts, mais je ne les retrouve pas. Allez, 95, on va les sortir parce que c'est pas très lisible. C'est pas celle-là, c'est line. Donc ça me permet de savoir mes temps de réponse moyens de mes requêtes dans le temps. Je sais que j'ai des pics parce que ça m'arrive des fois, mais ça me permet de calculer mes performances de mon application assez rapidement dès qu'on a une mesure qui est numérique. Donc percentile, vraiment très cool quand on le mixe avec les durées, les dates de nos requêtes. Et sachant qu'on peut, là il y a l'icône dans la barre d'outils, là, pin to dashboard. Ouais. On peut rajouter ton écran directement au dashboard Ouais. au sein du portail Azure, quoi. Exactement. Ouais. J'avais prévu le coup tout à l'heure, j'avais gardé un truc. Ah. Et tu peux faire des alertes aussi. Oui, après on peut faire des alertes. Alors là, on va rentrer dans la partie payante de ces outils-là. Je crois qu'on est en fonction des types de requêtes et des types d'alertes, on va commencer à payer. Mais oui, après on va pouvoir commencer à mettre des alertes dessus. Et je trouve que cet outil il est pas mal pour vraiment ajouter cette culture de la mesure, parce que la plupart du temps, quand on demande de mesurer et de loguer, ça arrive dans une base de données et on ne sait pas quoi en faire. Là, c'est assez facile en quelques minutes. Donc, quand on connaît bien les quelques requêtes, construire quelque chose d'assez performant et d'assez utile. Et ça donne envie de mieux loguer et de mieux mesurer dans les applications parce qu'on sait derrière, ça va être vraiment utilisé. On peut l'appeler par API? Ouais, Application Insight, on peut l'appeler par API. Et passer sa query en paramètres? Ouais. Et alors, à un moment donné, je ne sais pas s'ils l'ont enlevé parce que je ne l'ai pas vu récemment. Quand on déployait, on avait la possibilité dans Application Insight de mettre des sortes d'encre qui indiquaient, je ne sais plus où ils sont. Moi, j'avais indiqué qu'à quel moment ça a été déployé pour détecter visuellement qu'un déploiement peut avoir eu un impact sur les performances. Moi, j'avais essayé d'appeler de l'extérieur et je n'avais jamais réussi. Bon. Alors, il y a des codes. En fait, chaque Application Insight a un code. Oui. Et après, on a la possibilité de récupérer ce code-là
Et il y a un code spécifique pour écrire et un code spécifique pour lire. D'accord. Ouais, alors c'est peut-être ça qui est. C'est pas le même code qui est utilisé pour requêter. Alors la question que je me posais, c'est si on a, tu sais, dans les blobs sous Azure, des blobs qui sont où tu logs énormément de choses, tu peux pas utiliser ce moteur de requêtage pour ces blobs-là? Ça, je sais pas. C'est pas jamais fait trop de data. Moi, j'ai surtout utilisé que sur la partie App Insight? App Insight. Ouais. Après, je pense que si tu l'as mis, tu dois pouvoir le faire quand c'est au mode Data Lake Store, mais pas utilisé de mon côté. Mais je peux me renseigner. J'ai des collègues qui font ça. Je sais pas s'ils requêtent avec ce langage-là, mais c'est assez. Ça serait assez pratique. Et c'est surtout l'agrégation, le fait de pouvoir faire des jointures sur des données différentes, donc c'est assez bien. Et puis, pas se demander s'il faut des index ou pas. Ouais, c'est tellement les années 2000, les index. Sachant qu'il y a un truc aussi que j'avais fait, c'est comme dans App Insight, tu peux rajouter tes propres logs par rapport à des événements ou ce genre de choses, par exemple. On clique sur un bouton dans l'application et je veux stocker ce log à l'intérieur. Après, tu peux refaire une interrogation avec ces données-là, quoi, sur ces données-là. Oui, c'est une table qui s'appelle. C'est une table supplémentaire qui s'appelle Event, qui permet de loguer des opérations qui sont plutôt pour moi métier en fait. Ouais, c'est Custom Event. Ouais, Custom Event. Et derrière, pareil, tous les éléments, ça c'est le runtime Application Insight qui est lié au framework web sur lequel on l'utilise. On l'a aussi en Python, d'autres langages. Il va mettre cet identifiant de corrélation. Et ce qui est malin, c'est qu'il va aussi le passer quand on va faire des requêtes à une autre API. Et donc, on va pouvoir suivre cette corrélation d'API en API. C'est-à-dire que si j'ai un front qui fait un JS, qui fait du code en JS, on va pouvoir avoir des traces dans Application Insight. La requête arrive sur le back. Le back fait des requêtes. Ça remonte dans une API derrière. On va pouvoir retracer toute cette corrélation et avoir les traces en commun. Parce qu'il y a un langage avec par les leaders, ils passent des corrélations et ils sont passés d'un standard, je crois, qui est commun à tous les outils de monitoring. Avant, Microsoft utilisait ses propres leaders. Maintenant, je crois qu'ils utilisent des leaders qui sont standardisés, qui fonctionnent avec n'importe quel autre outil de monitoring et pour faire la corrélation. Donc ça, c'est hyper important et c'est pas quelque chose qu'on a quand on log des données dans une base de données, par exemple. Enfin, naturellement, on va lier des données entre elles par la requête, donc c'est pratique. Ouais, et moi, ce que je reviens à mes événements là. Ce que j'avais rajouté, c'est que en plus, quand je cliquais sur un bouton, je stockais dans les custom events, je stockais pas juste une valeur, je stockais véritablement un JSON. Donc, c'était pour une application de tennis, Mitsu, où à chaque fois qu'il y avait un club qui se connectait, donc je stockais le code du club avec son nom et sa latitude et sa longitude. Donc, je stockais tout ça à l'intérieur de mon custom event. Et après, je pouvais faire une interrogation en faisant une projection de ce qu'il y avait à l'intérieur de mon JSON. Donc, je pouvais dire si le club de tennis il est entre telle et telle latitude, combien il y a eu de clubs de tennis entre telle et telle latitude qui sont connectés, quoi. Donc, on peut avoir des trucs qui sont vraiment très sophistiqués, quoi. C'est très GDPR. Ouais, je vais dire, c'est limite. Ouais. On enverra la vidéo à la guide. À propos de GDPR, c'est un des points, parce que moi j'avais une demande comme ça aussi. Il fallait tracer tout ce qui rentrait dans les API et tout ce qui sortait pour pouvoir faire du suivi sur ce que les utilisateurs tapaient vraiment comme requête complète, quoi. Pas juste l'API, mais le contenu de l'API. Et sur le site de Microsoft, justement, c'est une des demandes que plusieurs ont faites et que Microsoft, jusqu'à présent, je n'ai pas été vérifié, mais a refusé pour des questions de GDPR. En tout cas, par défaut. Donc, il paraît qu'ils vont peut-être y travailler, mais pas pour le moment.
C'est à noter aussi que c'est utilisable pas que pour des applications web. Moi, j'ai mis ça en place il y a quelques années pour l'application au boulot, qui est une application de WPF. Et justement, entre Noël et le Nouvel An, j'ai fait les stats pour toute l'année dernière. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir le nombre d'events business, de voir le nombre de crashs. Moi, je ne l'utilise pas avec le framework de Michel, mais à travers App Center, qui après, on peut faire un export dans Application Insight. Et c'est vrai que c'est franchement fantastique de pouvoir faire ce query, de grapher, etc. quoi. Il y a un SDK Application Insight pour WPF. Nous, on l'a mis en place et ça envoie directement les données dedans. Alors attention, Application Insight, il ne garde pas les données ad vitam aeternam. Elles sont limitées dans le temps. Après, si on veut les garder, on va, en fonction de la quantité de données, on va payer. Je crois que c'est 5 gigas qui sont gratuits par 30 jours roulants, je crois. Après, on paye si on veut les garder plus de 30 jours ou 90 jours. C'est un truc comme ça. Tu peux aller jusqu'à 2. Moi, j'ai étendu la durée des données sur Application Insight jusqu'à 2 ans. Je crois que je reçois un demi-giga par jour ou quelque chose comme ça. Je paye moins d'€1 par jour. C'est que dalle. C'est ridicule. Quoi. Ouais. Bah, j'avais une appli, on faisait plus de 5 gigas par mois. Bah, on avait fait une réu avec le DSI, j'ai trouvé ça ridicule. Pour 2€. Et la réunion, elle a coûté combien? Je sais pas, je vais leur donner moins que les cafés qu'on avait pris juste avant. Quoi. Plus, pardon. Mais voilà, il faut faire attention à la conso. On connaît des gens. J'ai vu des gens où ils ont plusieurs milliers d'euros par mois de log parce qu'ils loguent beaucoup sans regarder. Mais c'est pas Application Insight généralement qui va générer ça. Mais sur cette technologie-là, on peut collecter des données de cluster Kubernetes et ça peut être hyper coûteux. Ouais. Ok, bon, super. Écoute, merci Michel. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à rajouter. Écoutez, portez-vous bien, bonne semaine, et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai déjà un sujet, mais c'est quoi? Vous verrez. N'hésitez pas si vous avez des sujets à présenter pour essayer d'alimenter. Je suis preneur. Et on rajoute aussi que demain, on fait l'enregistrement. Demain, jeudi. On fait l'enregistrement pour la première fois en live. Donc, on va essayer, avec Twitch, on va essayer de voir ce que ça peut nous donner, d'un podcast mensuel. Et le sujet sera sur Clarity. Christophe va venir nous présenter un petit peu ça. Des outils de statistiques, entre guillemets. Enfin, il expliquera un petit peu plus en détail. Mais donc, on va voir ce que donne Twitch. Ok. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Merci les gars. Bonne journée. Ciao.